par le départ de G7, mais surtout de Moïse Katumbi? Pas du tout. Il est d'usage et de coutume que de temps en temps, les élus puissent se rencontrer avec le président de la République pour échanger, ou avec les membres du bureau politique, ou avec les présidents de partis. Ce n'est pas la première réunion qui s'est tenue à Kingakati. C'est la première depuis la Fronde. Je pense que la population congolaise a même l'habitude maintenant d'entendre ce nom de Kingakati, parce que plusieurs fois des réunions politiques s'y tiennent. Donc ça va dans la continuité, dans les habitudes de notre famille politique, que de temps en temps, le chef, l'initiateur de la majorité se réunisse avec ses pairs, avec les membres de son regroupement pour échanger sur la vie politique de la nation. Pourquoi a-t-il insisté sur la discipline, la loyauté et la vérité? Est-ce que, en étant discipliné, on n'a pas le droit de poser de questions, de chercher à faire la lumière autour de ce qui ne marche pas? Je ne sais pas qui est-ce qu'on a empêché de s'exprimer. La majorité présidentielle est un regroupement politique qui se fonde sur des valeurs de démocratie, et nous ne connaissons pas des regroupements politiques dans ce pays qui font montre d'autant de démocratie en son sein. Les gens s'expriment librement. Et les gens cherchent aussi des éclaircissements librement, il y a le débat. Sans être sanctionnés. Des éclaircissements par rapport à quoi? Là, je ne comprends pas, je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez. Je vous parle justement de la réclamation de G7, de la lettre adressée au chef de l'État par le G7. Écoutez, la majorité présidentielle a des organes au sein desquels le débat se fait. Et le questionnement se diffère de l'insinuation ou des allégations gratuites. Lorsque l'on veut savoir ce qui se passe, ce qu'il en est, il y a des cadres adéquats dans le parti pour échanger sur certaines matières. Mais lorsqu'on allègue des faits, lorsqu'on insinue des choses qui ne reposent que sur le vent, qui ne reposent absolument sur rien, là, ça va au-delà du simple débat, ça va au-delà du simple questionnement. Là, ça va dans le sens de ternir l'image à des fins politiques que vous et moi ignorons. Et la majorité n'a fait que appliquer la charte qui régit tous les membres de ce regroupement. En parlant de loyauté, le chef de l'État lui-même n'a pas le devoir d'être loyal vis-à-vis de sa population, vis-à-vis du peuple congolais. Par exemple, en le fixant clairement sur sa position, sur son avenir politique. Le contrat qui lie le président de la République, c'est le contrat qu'il a signé avec le peuple congolais en 2006 et en 2011. Et il est le garant de la Constitution du 18 février 2006. Et en lisant cette Constitution, en parcourant les articles de cette Constitution, nulle part il est fait obligation au chef de l'État, au président de la République, de pouvoir se prononcer sur son mandat une année avant. Ce n'est pas une exigence constitutionnelle, c'est une distraction politicienne, parce que c'est une question qui est résolue par la Constitution. Que dire de plus sur des questions qui sont ou qui relèvent de la Constitution? Sa parole ne vient pas remplacer un article de la Constitution. Alors pourquoi demander le mandat qui lui a été conféré par le peuple, par la population? C'est celui de travailler, de continuer à travailler pour son intérêt. Et tous les efforts qui se mènent aujourd'hui, c'est pour rencontrer les besoins de la population, car c'est cela qui est plus important. On vient en politique avec un programme. Et lorsqu'on présente ce programme à la population et qu'il y adhère, on travaille pour son compte. Et à la fin, Madame Wawina, il y a le bilan. Le bilan en démocratie, ce n'est pas l'exclusivité du président de la République. Lorsqu'on est bourgmestre, chef de quartier, on est chef de commune, lorsqu'on a été responsable, n'importe où, à la fin, lorsque l'on part, on dit à la population, voilà, j'ai été bourgmestre de la zone de Kinshasa, voilà, j'ai construit tel stadium, j'ai fait telle chose. Il faut que nous ayons aussi, Madame Wawina, je vous le demande parce que vous recevez des acteurs importants, des acteurs politiques importants de notre pays, de ne pas très facile aller aux attaques, mais aussi de dire, voilà, j'ai été bourgmestre, voilà mon bilan,
mon bilan était celui-ci. Et maintenant que je ne suis plus d'accord avec Madame Wawina, mon programme pour sortir le Congo, pour emmener le Congo à l'émergence 2040, 2050, voilà mes propositions. C'est cela la démocratie, et c'est de ça que notre population a besoin. En insistant sur la loyauté que doit le chef de l'État au peuple congolais, je voulais faire allusion, par exemple, c'est vrai, il a un contrat qui le lie au peuple congolais. Mais quand on attend à longueur de journée de slogans tels que Mingi Mingi Raïs, Kabila Désir, Totondi Yonanoute, comment voulez-vous que l'opinion perçoive cela? Madame, la Constitution du 18 février 2006, en son article 33, promeut la liberté d'expression et la liberté d'opinion. La démocratie, c'est la juxtaposition de toutes ces opinions. C'est l'opinion de Madame Wawina, c'est l'opinion de Patrick, c'est l'opinion de Monsieur Claude Machala, c'est l'opinion d'un monsieur de l'opposition. C'est l'ensemble de ces opinions. Mais aucune des opinions n'a une valeur suprême vis-à-vis de l'autre. Pour que notre opinion soit opposable, pour que mon opinion soit opposable à vous qui êtes en face de moi, il faut que le peuple l'adopte. Et il y a des mécanismes pour cela. Mais entre-temps, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais entre-temps, quand les gens s'expriment, on n'a pas sursis à la Constitution. La Constitution est encore en vigueur. Et cette Constitution nous demande de nous exprimer librement, sans tabou, sans beaucoup de censure. Il faut laisser les gens s'exprimer librement. Ben alors, quand le chef de l'État parle lors de cette rencontre à Kinga-Kandi, il dit être contre un suicide collectif, alors qu'il est resté cependant opaque sur son avenir politique. Mais quand il parle de suicide collectif, on constate plutôt que nous allons tout droit vers le mur avec toutes les initiatives que prennent les membres de sa famille politique pour le maintenir au pouvoir au-delà de 2016. Madame, qu'entend-il s'il fallait en parlant de suicide collectif? S'il faut que nous puissions plaisanter un peu, on peut dire qu'aujourd'hui au Congo, il y a la Cour constitutionnelle, il y a la Cour de l'opportunité, il y a la Cour du flou. C'est des mots qui sont en vogue ce dernier temps. Non, quelle est l'opportunité? Bon, on ne sait pas jusque-là qui sont les juges de cette cour de l'opportunité, de la cour du flou. Pourquoi reste-t-il opaque à ce sujet? Aujourd'hui, il y a des mots, un dauphin pour fixer Madame, l'opinion. Aujourd'hui, il y a des mots. Il ne violerait pas la Constitution en faisant cela. S'il vous plaît, aujourd'hui, il y a des mots qui sortent, qui étonnent. Le flou, l'opportunité. Quelles sont les manœuvres qui ont été faites? Madame, parlons des faits. La démocratie, c'est aussi ça. Ce sont les actes, les faits. Dites-moi, quel est ce projet de loi portant sur la révision constitutionnelle qui a été déposé au Parlement? Que les gens montrent ce projet de loi. Quel est cet acte que la majorité a posé qui puisse permettre les gens de dire que voilà, ils veulent violer telle disposition? Quels sont ces actes? Parce que si nous continuons à parler en insinuant, si nous continuons d'ériger les insinuations en principe, c'est dangereux en démocratie. Parce que quand vous érigez les insinuations en fait, en principe, dans une démocratie, un jour, quelqu'un de la rue peut dire, voilà, Magic Wawina est une voleuse, ce qui est totalement faux, et que vous voyez des magistrats venir vous arrêter sur base des insinuations. Le danger, c'est celui-là. Mais il ne s'agit pas là des insinuations, non, parce que quand on met en route, si je veux dire, le livre du professeur Bochab sur la révision constitutionnelle, on fait des propositions de loi sur le référendum, on lie les élections à l'identification de la population, on fait des tentatives pour changer des lois électorales, etc. N'est-ce pas ça? Mettre des machines en marche pour un suicide collectif? Oui, Madame Wawina, mais là vous avez énuméré des choses qui ne sont pas à mettre ensemble. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, le professeur Bochab, est professeur d'université. Et un professeur d'université, son travail c'est d'écrire. Il a écrit un livre, pas en tant que CG, pas en tant que vice-premier, pas en tant que mandaté du président de la République, mais en tant que professeur d'université.
Et il jouit de la plénitude de ses droits pour écrire ce sur quoi il pense. Mais ce livre-là dit ceci, parce que moi je l'ai lu, et souvent on l'interprète à dessein. On dit entre inanition de la nation et révision constitutionnelle. Donc c'est un questionnement. Et il faut lire ce livre. Les Congolais n'ont pas la culture. Nous, Congolais, nous n'avons pas souvent la culture de la lecture. Peu de gens qui ont fait une critique acerbe sur ce livre l'ont lu. Or, en lisant ce livre, on aurait compris ce qu'il disait. Mais je ne suis pas là pour le défendre parce que c'est un livre scientifique. Proposition de loi. Un député. Quoi de plus normal pour un député que de faire une proposition de loi? J'ai lu quelque part des gens... de toute façon, dans la profondeur non, de cette oui, proposition je de loi finis. tout à l'heure. J'ai lu quelque part des gens se dire non, nous sommes les défenseurs des valeurs démocratiques et républicaines. Mais voilà, qu'ils doivent défendre ces députés, parce que ces députés n'ont fait qu'user de leurs prérogatives constitutionnelles. Et j'ai eu mal lorsque, en suivant les infos, j'entends des gens les insulter. Mais c'est peut-être une valeur nouvelle, démocratique, l'insulte, l'injure. On les appelait fossoyeurs, beaucoup d'injures, parce qu'ils n'ont fait qu'une proposition de loi qui vient répondre à un besoin organisationnel. On y reviendra. La loi, non, je reviens. La proposition, ça ne sert à rien de rentrer en profondeur parce qu'il y a je ne vais pas en profondeur. Là, je suis simplement sur les principes. Une loi vient répondre à un besoin fonctionnel et organisationnel, et non à des besoins temporels, d'opportunités. Ça, c'est pas des notions de démocratie, ni de droit, ni constitutionnel. Ce n'est pas ça la question. J'ai juste épinglé parce que alors, on peut pas se dire rapidement cette parenthèse, oui, parce on peut pas se dire, on peut pas se dire Madame Magique, on peut pas se dire défenseur des valeurs républicaines en violant les valeurs républicaines. C'était juste une précision à apporter. Ok, alors on va dire comme ça qu'il y a eu distribution de cartes lors de cette rencontre à Kingakati après le départ de Moïse Katumbi et de membres du G7. Madame, la vie politique est faite des venues et des départs. La majorité... Nous le savons. Est-ce qu'il y a eu, lors de cette réunion, puisque c'est la première après la fronde, il y a eu redistribution de cartes? La majorité présidentielle se fonde sur des valeurs. L'initiateur de la majorité, c'est le président de la République. Lesquelles valeurs ont été de rencontrer les besoins de la population avec un programme ambitieux, celui de la révolution de la modernité. Et c'est ce à quoi tous les membres de la majorité s'attellent. Le plus important, c'est de rencontrer les besoins de la population. Et il ne faut pas se laisser distraire. Ce qui est fait est fait. Entre-temps, le président de la République continue de travailler, parce que c'est ce pourquoi, c'est son job. C'est ce pourquoi il est au pouvoir. C'est ce pourquoi le peuple lui a fait confiance. C'est ce pourquoi on lui a conféré cette légitimité. Et il faut qu'il travaille. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce à quoi il s'attelle. Et il va continuer à le faire jusqu'au jour... Ma question est celle de savoir, est-ce qu'il y a eu redistribution de cartes suite au départ de Katumbi Madame, et de G7? Pourquoi vous voulez que je juxtapose la marche d'un regroupement politique aussi grand à des individus? Je ne le ferai pas. Parce que vous voulez que ce sont les individus non de moindre. Madame, je n'ai pas dit. Ce sont les caciques de la majorité. S'il vous plaît, madame. Ceux qui y sont aujourd'hui ne sont pas les moindres. Je ne veux pas commencer à énumérer tout ce qu'ils y sont. Nous avons un Premier ministre, membre de la majorité, président de l'Assemblée. Nous avons des partis AFDC, 35 députés. Ceux qui y sont, on est en partenariat avec le PALU, c'est pas le moindre, au Bandundu. Est-ce qu'il faut que j'énumère tous ceux qui sont encore membres par rapport à la cartographie des 26 provinces? Non, la majorité est droit dans ses bottes. C'est vrai qu'il y a eu un remous politique de par la communication qui y a été faite, mais on est serein et on s'y attelle à travailler pour que, aujourd'hui en venant ici, j'ai vu un magasin Bukangalonzo qui a été pris d'assaut par la population.
Voilà les faits palpables. Voilà ce que la population veut savoir. Il veut se demander comment on peut multiplier ça chez moi à Bikoro, à Mbandaka. Et la population est également assoiffée de savoir est-ce que le chef de l'État va réellement partir en 2016 et qui serait son dauphin. Alors le chef de l'État a également parlé de paix. A besoin de manger. Le chef de l'État a également parlé de paix, mais aussi de guerre. Si jamais d'aventure nous sommes attaqués, je lui prête les mots. Alors que répondez-vous dans ce cas à Olivier Kamitatou qui lui dit ceci, je cite, une mutinerie est une ficelle d'amuseurs publics en panne d'imagination. Je ne suis pas là pour répondre à M. Olivier Kamitatou, excusez-moi. Aurait-il raison? Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Est-ce que le chef d'État serait-il en panne d'imagination? Voilà. En parlant de guerre? Non, il faut recontextualiser les choses. Je ne veux pas répondre à ça. Mais vous savez, en panne d'imagination, c'est très grave. Le Congo, 90, 2015, là nous venions d'une conférence sur les OMD, le bilan des 15 ans. Moi-même, j'ai été surpris par le bilan qui a été fait par le représentant des Nations Unies dans ce pays. Nous venons d'une situation, madame, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez d'historiens qui écrivent, parce que peut-être on n'a pas les statistiques de notre pays. 90, nous étions plus un État, nous étions un quasi-État. Plusieurs experts du FMI l'ont dit, que ce pays, dans 5 ans, 10 ans, n'existerait plus, qui serait morcelé. Et aujourd'hui, nous avons rencontré beaucoup d'obstacles, mais nous avons quand même pu arriver à un certain niveau de vie. Aujourd'hui, les fondamentaux de l'État sont là. Et lorsqu'on a été ministre de la pêche, de l'agriculture, des finances, ou du plan, je ne sais pas, un grand ministère, ou petit ministère, l'on se doit à un moment de dire, voilà, j'ai été ministre, voilà mon bilan, voilà, j'ai servi la République en faisant telle chose, telle chose. Les injures, les injures, madame, les invectives, tout le monde peut le faire. La critique, tout le monde peut le faire. J'étais en discussion sur Twitter. Excusez-moi, je vais juste chuter par là. Je ne veux pas citer la personne avec qui je suis en discussion. Ceux qui sont avec moi sur Twitter verront bien. Je suis en discussion sur Twitter depuis hier à aujourd'hui, avant que j'entre sur ce plateau, avec un tenant de l'opposition qui ne faisait que publier des choses pour dire que ça ne va pas, RDC 80% de pauvres. Je dis oui, monsieur, mais quelles sont vos propositions? Jusqu'à maintenant que je suis en train d'enregistrer l'émission avec vous, il ne m'a donné aucune proposition. Et c'est cela la difficulté de notre opposition. Un programme, ce n'est pas Kabila dégage, insulter le président, mentir des choses sur le président. Ce n'est pas un programme. Okay. La maman de Kalemi ne va pas manger les injures, mais va manger un programme. Okay. Si le débat, Madame Ouina, pourra tourner autour du programme, et pour ceux qui ont pu gérer pendant longtemps, qui disent aussi au peuple leur bilan, parce qu'ils sont redevables. Revenons à la question. Alors, Madame Ouina, essayons d'élever le débat. Quand le chef de l'État parle de guerre, à quelle guerre fait-il allusion? Il a parlé de la guerre politique, il faut pas l'estomper. Mais de toute façon, si ce pays était attaqué par des moyens non conventionnels, mais il y aura une réponse. Ça, c'est clair. Il a parlé de guerre politique, mais il ne faut pas ôter l'éventualité que certaines personnes peuvent s'adonner à des mécanismes ou à des vecteurs qui ne sont pas conventionnels, donc pas prévus par la Constitution. Et si jamais des gens pouvaient s'hasarder à aller dans une telle mésaventure, le président de la République, en tant que garant de la nation, a le droit de riposter. C'est son devoir de préserver l'intégrité et la stabilité de ce pays. Donc, sous les deux angles, là je vous parle en tant qu'analyste, le président est là pour riposter. Ok, on va parler de la table ronde proposée par Moïse Katumbi Chapwe par rapport aux enrichissements illicites. Il y a les uns qui disent qu'ils ont vu Moïse Katumbi venir et ils savent comment il en est sorti. Ils disent même qu'il s'est enrichi par rapport au carré minier, etc. Est-ce que si on parle d'un ex-gouverneur d'une province minière, une seule province, alors qu'en est-il de celui qui gère les 11 provinces, sinon, si vous voulez, les 26 provinces? Est-ce que un audit serait-il
rapidement le bienvenu. Madame, je ne comprends pas de quoi est-ce que vous parlez. Moi, je ne connais pas tout le monde, je n'ai pas fréquenté tout le monde, je connais un nombre limité de personnes, je ne connais pas leur vie. Mais la République fonctionne avec des instances. La République fonctionne avec des instances. Il y a la justice, il y a la Cour des comptes. S'il y a nécessité que ces instances fassent leur travail. Je ne suis pas là pour me substituer à la justice ou à d'autres inspecteurs. En vous entendant parler, vous êtes quand même d'accord que la justice puisse faire son travail en auditant les uns et les autres sur la gestion du pays. Madame, je n'ai pas à être contre ou pour. La justice, elle est autonome. Elle est indépendante. Elle ne dépend pas de moi ni du président de la République. La justice est un pouvoir à part qui a ses prérogatives. Et il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites. La justice doit se saisir de l'affaire. Puisqu'il y a eu dénonciation d'enrichissement illicite, on a bien cité l'ex-gouverneur de la province du Katanga. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la justice est indépendante, comme le Parlement jouit pleinement de ses droits, comme le pouvoir exécutif jouit pleinement de ses droits. Quand vous me dites de parler sur une conférence, je ne veux pas m'y exprimer parce que je n'en vois pas l'essence. Et est-ce que la Constitution de la République nous permet telle ou telle autre chose? Je ne sais pas. On se dit républicain, il y a la Constitution. Sur quoi l'on se base? Tout ce qui doit être fait en démocratie trouve son fondement dans la Constitution. Cependant, je ne veux pas m'exprimer sur des choses que je ne connais pas. Moi, je ne suis pas là pour ça. Nous, on est là, au niveau de la majorité, pour accompagner le président de la République à rencontrer les besoins de la population. C'est cela, qui est plus important. Pour également l'accompagner à faire une passation civilisée en 2016 avec le chef de l'État nouvellement élu. Madame, la démocratie, le chef l'a dit. Il a dit qu'il mènera la majorité présidentielle vers des victoires futures. Okay. Non, vers des victoires futures. Donc, commençons des municipales. Nous nous préparons à toutes les élections, surtout les élections à la base, qui sont des élections très importantes, parce que c'est une élection de proximité. Donc, n'ayez pas de crainte. Face à vous, il n'y a que des démocrates. On n'a pas d'injures, on n'a pas d'insultes, on a que des programmes pour rencontrer le besoin de la population. C'est tout. Vous n'avez pas d'injures, c'est sûr. C'est vrai, ça? Pas d'injures. Ah, ok. Et ce qui se passe dans les médias actuellement? Quels médias? Dans les médias. Je parle des médias au pluriel. Je ne suis pas patron de chaîne de médias. Moi, je parle de ma famille. Les acteurs politiques qui se livrent à des querelles intestines? Je n'ai pas eu vent de cela. Par rapport au départ de Katumbi? Chacun s'est exprimé. Vous savez, il y a des gens qui ont peut-être des relations... Et comme ça, vous appelez démocrate? Non, on est démocrate. On est démocrate. On est démocrate, madame. Vous savez, pour certaines personnes, lorsque vous avez peut-être été en relation d'intimité avec quelqu'un et qu'à un moment, la séparation, vous vous sentez un peu trahi, ça dépend de la proximité des gens. Et certaines personnes s'expriment avec la passion. Vous deviez pourtant vous y attendre à la démission de ce dernier. Madame, je ne veux pas... C'était prévisible, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas faire de quelque chose un problème, ce qui n'en est pas. Je ne suis pas venu à l'émission pour parler de la démission. Allez, vous êtes venu parler du dialogue et de l'élection. Est-ce qu'on va rapidement parler du dialogue? Il y a eu 450 mamans maraîchères qui sont venues adhérer librement au parti. Chaque jour, nous connaissons des adhésions au parti et on a un café politique chaque vendredi. Est-ce pour tous les autres partis politiques? Non, madame, promenez-vous, s'il vous plaît. Promenez-vous. Les cafés politiques sur 24 communes à Kinshasa, je ne vois ça que au PPRD. Je me rappelle de ce même langage avec le MLC qui minimisait les départs de Kamitatou et tous les autres qui sont partis du MLC. Et aujourd'hui, on sait, vous et moi, à quoi ressemble le MLC. Ce n'est plus le MLC qui faisait froid au dos du PPRD. Mais chez nous, je ne sais pas. Et vous voulez emprunter ce chemin? Non, on n'emprunte pas. En vous voilant la face et ne pas reconnaître les départs importants de la plateforme qui, d'aventure, peuvent fragiliser ce regroupement politique. Non, madame. On a certainement eu des personnes populaires, moins populaires, pas du tout populaires, des intellos, des mécaniciens, des mamans
C'est une constellation. Et quand vous êtes dans une bataille, madame, lorsque un tombe, on continue. Sinon, on perd la bataille. La bataille, pour le chef, c'est de rencontrer le besoin de la population, de mener ce pays vers l'émergence, de donner les fondamentaux nécessaires pour que ce pays soit réellement en émergence. Et lorsque cette bataille, nous devons la rencontrer et que nous avons besoin de la hargne et de la volonté de tous nos membres, si d'autres tombent, on continue. On continue, madame. On ne va pas s'y atteler. Si vous voulez qu'on s'y attelle, les besoins ne seront pas rencontrés. Mais pourquoi ne pas mettre des mécanismes en place pour qu'ils ne partent pas? Non, madame, la lutte contre la pauvreté est une bataille. Voilà la guerre la plus importante qu'on a. La lutte contre la pauvreté, l'emploi pour les jeunes qui sortent de l'université. C'est ça, les plus grands défis du président de la République. Et il doit les rencontrer. Et ceux qui sont autour de lui sont là pour l'aider à rencontrer ces aspirations, qui sont des aspirations qui concernent le vécu quotidien de la population. Et c'est à cela qu'on doit s'y atteler. Okay. La vie, elle est faite des unions, des séparations, mais des gens qui sont partis peuvent aussi revenir un jour. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Il n'y a que le diable qui s'est séparé de Dieu ad vitam aeternam. Mais d'autres sont partis. Excusez-moi, je vais chuter. D'autres, j'ai lu. Plusieurs personnes ont parlé de flou. Mais je crois que la communication de King Akati est venue ôter le flou. Si c'était la raison pour laquelle plusieurs étaient partis, ils peuvent revenir parce qu'il n'y a plus de flou. Ok. L'opacité, on a dissipé l'opacité. Parce qu'il n'y a plus de flou. Ils peuvent revenir. Apparemment, la raison d'aujourd'hui, c'était le flou embrouillé. Donc vous êtes d'avis de ceux qui demandent au chef de l'État de pouvoir pardonner les frondeurs? Non, pas pardonner. Je crois que c'est à celui qui a insinué des choses. Quand moi, je vous ai traité de voleur, Madame Ouawina, et que, en fin de compte, vous n'êtes pas un voleur, c'est à moi de venir m'excuser vers vous et non l'inverse. Le chef a toujours été là, il subit, il n'a jamais accusé qui que ce soit, il n'a jamais porté atteinte à l'image de qui que ce soit. Il respecte tout le monde, chef de l'État qu'il est. Ok. On vous croit. On s'efforce pas de vous croire. La vérité, c'est difficile à contredire. C'est la vérité. Voilà pourquoi c'est difficile à contredire. C'est simplement la vérité. On va parler du dialogue. Après les résolutions des concertations nationales non exécutées, est-ce que le dialogue serait-il bienvenu? J'ai pas compris votre question. Je vous parle de résolutions des concertations qui n'ont pas toutes la non-exécution de toutes les résolutions de concertation. Est-ce que un dialogue serait-il bienvenu en ce moment? Je ne sais pas pourquoi vous faites la juxtaposition concertation-dialogue. Les concertations ont été faites pour venir à bout des M23. À l'époque, il vous souviendra, madame, que nous étions attaqués. Il est parmi les résolutions. Je peux finir. Goma Tombe, tout ça, il y avait... C'était peut-être la cohésion C'était peut-être une la des cohésion priorités. nationale. Mais souvenez-vous qu'il y a eu 100 résolutions, 100 résolutions prioritaires. Je peux finir. Et cette donne-là nous exigeait de renforcer la cohésion nationale du pays pour faire face à l'adversité, pour faire face aux attaques des ennemis. Mais le dialogue vient reprendre un contexte tout autre. Après que d'autres n'aient pas voulu venir aux concertations, après qu'ils aient crié à corps et à cri qu'il y ait un dialogue, coalition pour le vrai dialogue, autant de demandes pour le dialogue. Le chef, c'est le chef de tout le monde, de ceux de la majorité et même ceux de l'opposition qui font beaucoup d'invectives. Il devait répondre à ces demandes des confessions religieuses, de la communauté internationale, d'une frange de l'opposition. Et nous ne pouvons pas faire des élections qui chaque fois deviennent des occasions, une occasion d'instabilité. En 2006, l'abbé Malou Malou va proclamer les résultats dans un char de la MONUSCO. En 2011, il y a des gens qui ont connu la vie sauve que parce qu'il y a eu des bataillons de l'armée qui les ont exfiltrés.
C'est pas ça la démocratie. Alors, c'est le dialogue. Les élections c'est une fête voilà, qui se passe de bon enfant. Tu es opposant, je suis de la majorité. Nous avons des programmes différents. On vote, on attend et on proclame les résultats et la vie continue. Mais quand ça devient un moment de crispation, un moment d'intolérance, de violence, où au lieu d'avancer, on doit reculer, il faut cette fois dialoguer pour que nous ayons des meilleures élections, des élections qui se passent dans un climat apaisé et pour que, à la suite de ces élections, il n'y ait pas beaucoup de remous, qu'il n'y ait pas beaucoup de contestations. Et en cela, le dialogue vaut tout son pesant d'or, Madame Wawina. Alors, parmi les discussions lors du dialogue, c'est également le calendrier électoral qui, d'ailleurs, nous attendons un autre calendrier électoral de la part de la CENI. Est-ce que le compromis sera trouvé pendant que nous savons tous que la Cour constitutionnelle exige à ce que l'élection de gouverneur soit d'abord organisée de manière prioritaire? Bon, ça ne vient pas enfreindre la publication d'un calendrier, mais il y a beaucoup de pesanteurs sur lesquels la majorité, l'opposition et la société civile sont d'accord. C'est la révisitation du fichier électoral, c'est comment inclure les nouveaux majeurs. Même la Cour constitutionnelle est allée dans ce sens pour dire que le calendrier a été inconstitutionnel parce que mettant une grande partie de la population en marge de leur droit de voter. Donc il y a déjà là des points communs, majorité, opposition, société civile. Maintenant le problème c'est le mécanisme. Comment inclure toutes ces donnes nouvelles à la marche électorale qui était déjà en cours? Est-ce que ces inclusions ne vont pas entraîner de dépassement de date par rapport à ce qui était déjà fixé? Là, c'est un débat technique que nous laissons aux experts de la CENI. Mais il y a des donnes qui doivent être incluses, et ces donnes, logiquement, on n'est pas obligé, vous et moi, d'être experts de la CENI pour comprendre que ces nouvelles donnes vont nécessairement bouger les choses un tout petit peu. Alors, le fait que Matata, le Premier ministre, qui vient de déposer son budget de 8 milliards au Parlement, alors que nous savons qu'en 2006, le budget de 2015, rien n'a été fait et on déplore un manque de financement en ce qui concerne les élections. Vous pensez qu'avec ce budget, l'argent serait-il affecté par rapport aux élections? Je crois bien, il y aura une partie. La République démocratique du Congo, le gouvernement de la République n'a jamais dit avoir les 1 milliard pour financer toutes les élections. 1 milliard, remédier 1,5 milliard. Vous voyez vous-même qu'on a un budget de 8 milliards, 1,5 milliard. S'il faut consacrer ça que aux élections, il y a plusieurs projets qui seront mis en veilleuse. Nos partenaires nous ont promis de participer à financer les élections, mais on peut pas, nos partenaires ne peuvent pas venir participer au financement en choisissant les élections. Il y a tout un cycle. S'ils doivent participer, ils doivent participer pour tout le cycle et non dire que ça c'est important, ça ce n'est pas important. Ce n'est pas courtois de le faire, de désigner les élections importantes et moins importantes pour nous. En démocratie, toutes les élections s'équivalent. Si on va en France aujourd'hui, parce que c'est un modèle de démocratie, nous sommes un peu proches par notre régime constitutionnel, un régime semi-présidentiel. Il y a les élections régionales. On voit que tout le monde est en train d'être mis dans la danse, tout le monde se prépare pour aller à ces élections. Ils ne disent pas que voilà, on attend 2017 ou... Donc toutes les élections s'équivalent et on doit se battre avec la même hargne pour toutes les élections. Alors justement, pour remédier à des situations pareilles, est-ce que vous pensez qu'il est important de postposer par exemple les municipales, les urbaines, les locales? Non, les élections municipales et locales sont les élections les plus importantes dont on a besoin. Parce que la Constitution... Mais justement, est-ce qu'il y a moyen de les postposer? C'est pas la seule élection qui est prévue, on peut postposer aussi d'autres élections. Pourquoi seulement les locales? Parce qu'apparemment, vous créez des notions postposées. Pour vous, les élections locales, comme ces élections-là, les élections de la base, ça n'a pas d'importance. Et vous voulez dire que vous avez un regard particulier à la population. Mais celui qui répond directement aux besoins de la population, celui qui est avec lui chaque jour, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas les gouverneurs, ce n'est pas les présidents des assemblées, c'est le conseiller municipal, c'est le conseiller urbain. C'est lui qui est en contact permanent avec la population.
Et ces élections-là sont très importantes. Le Congo, c'est 2 345 000 km². Le Premier ministre, ce n'est qu'un individu. Il ne peut pas être partout au même moment. Encore que nous avons des infrastructures qui ne nous permettent pas de nous déplacer aisément, bien qu'il y a des efforts énormes qui se font. Alors, il faut que nous ayons cette politique de décentralisation à la base, que la population ait ses dirigeants à la base, des dirigeants qui, à la base, je me répète, peuvent répondre à leurs besoins, sans venir à Kinshasa. Ben voilà, on va parler du référendum, on est à la fin, il ne nous reste plus que 5 minutes. En parlant de référendum, il n'est pas du tout mauvais, hein, ne vous inquiétez pas. Non, pourquoi je m'inquiéterais? Qu'il y ait 2 parlementaires ou un seul qui puisse initier cette proposition de loi sur le référendum. Mais pourquoi l'avoir proposé sans que cela passe, préalablement à un débat à l'Assemblée nationale? C'est une proposition de loi et il est de bon droit que lorsque la proposition de loi vient du Parlement, de toute façon, toute proposition de loi vient du Parlement, lorsque l'initiative vient du Parlement, le Parlement a l'obligation, ou l'Assemblée nationale a l'obligation de transmettre cette proposition de loi au gouvernement pour que ce dernier puisse donner ses avis par rapport à la proposition. Ce n'est que de bonnes règles. Mais justement, la question est celle de savoir pourquoi n'y a-t-il pas eu un débat au préalable avant que cette proposition soit au Parlement, bien entendu. C'est l'initiative de des députés, ils ont le droit. Ils ont le droit, pourquoi le débat? Ils ont le droit de faire une proposition de loi et de soumettre cette proposition au bureau. Et ce n'est qu'après que cette proposition de loi soit revenue du gouvernement avec ses annotations ou ses avis, qu'il sera soumis au débat. C'est cela, les règles. Beaucoup de gens peut-être feintent de l'ignorer, mais c'est ça la règle. Mais justement, c'est pour quelle fin? Beaucoup aimeraient savoir. Pour quelle fin? Mais pour organiser cette donne-là. C'est une donne évoquée dans la Constitution, mais qui malheureusement n'est pas organisée. Aujourd'hui, on peut avoir un besoin de ratifier une loi, on peut avoir besoin de faire des grandes choses qui demandent l'avis de la population. Le patron en démocratie, c'est le peuple. Le mécanisme par lequel on saisit le peuple... Je peux finir. Le mécanisme par lequel on saisit le peuple, c'est le référendum. Alors, le jour où on voudra saisir le peuple pour une grande question qui peut concerner un projet économique, on le saisira sur base de quelles dispositions juridiques? Donc, ce n'est qu'une proposition de loi anodine qui vient remplir ou achever notre architecture juridique qui est inachevée. C'est simplement ça. Donc, ils viennent d'ailleurs rendre un service important à la nation. Peut-être ceux qui utiliseront un jour cette loi, si elle est votée au Parlement, c'est ceux qui seront au pouvoir peut-être en 2030, en 2025. Il ne faut pas qu'on personnalise les choses. C'est une loi impersonnelle, c'est pour l'État. C'est l'État qui en disposera. Alors, que pensez-vous? Est-ce que vous pensez comme certains que cette proposition de loi est téméraire, inopportune? Inopportune, j'attendais ce mot. Vous ne l'aurez pas dit, je serais sorti d'ici triste. Je sais, c'est le mot aujourd'hui. Inopportune, inopportun, flou. C'est ce qui me plaît le plus, le flou. Des gens s'énervent beaucoup pour le flou. Aujourd'hui, il y a des mots qu'on utilise. Ils s'énervent aussi pour le glissement. Hein. Inopportune. Qui juge de l'opportunité d'une loi? Je ne sais pas, cette course se trouve où? Depuis un temps, il y a des gens qui ont le droit de dire ça c'est opportun, ça ce n'est pas opportun. Mais qui est appelé à le dire? Alors on laisse tomber opportun, c'est téméraire. Est-ce que ce n'est pas provocatrice finalement cette proposition de loi? Je ne veux pas défendre, c'est même pas mon affaire, c'est une affaire de 2 députés que je ne connais pas personnellement. En fait, ce qu'il faut défendre ici, c'est les principes. Est-ce que la Constitution interdit à 2 députés de faire une proposition? Non. Mais non, vous allez interdire sur base de quoi? Qui êtes-vous, monsieur? Ou madame? Qui êtes-vous? La Constitution ne l'interdit pas. On vante chaque jour les prescrits de la Constitution qu'il faut respecter. Est-ce que cette proposition... Respectons aussi cette disposition-là. Ne vient pas provoquer... Provoquer qui? Elle n'est pas provocatrice. Provoquer qui? Elle n'est pas du tout provocatrice, elle n'est pas du tout téméraire. Non, quelque chose qui vient réglementer une donne. Il y en a même d'autres qui disent que c'est sans objet. C'est qui le dit? Il y a un mécanisme. Je ne sais pas, je ne connais pas. Le groupe de 7. Je ne sais pas. Ceux qui sont partis de la majorité présidentielle. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont le droit de le dire? Kamitatou.
Je sais pas. Et les autres. On se dit les démocrate, on se dit républicain. Au même moment, on viole les principes républicains. C'est de l'amalgame, madame. C'est de l'amalgame. La démocratie, vivons-la pleinement. Pas une démocratie à demi-mesure où on prend ce qui nous arrange et on rejette ce qui ne nous arrange pas. De toute façon, cette proposition de loi ne dérange personne et n'arrange personne. Elle est là pour tout le monde. Elle est impersonnelle. Ok. Impersonnelle. Ok. Je vous dis merci. Merci, madame. D'avoir répondu à nos questions, de vous être prêté à cet exercice avec beaucoup de politesse aujourd'hui. Hein. Vous avez beaucoup changé. J'ai toujours été poli, madame. Alors, on comprend bien pourquoi vous êtes devenu conseiller. Merci. Alors, félicitations à l'ambassadeur Mutamba, notre patron, qui lui aussi a été promu comme ambassadeur de la Tanzanie. Merci à vous de nous avoir fait confiance et de continuer à nous faire confiance. On se fixe le prochain rendez-vous avec d'autres nouvelles questions d'actualité ce mardi à 20h30. Mais entre-temps, vous pouvez revoir ce programme demain à 7h15, mais également le vendredi à 23h30. Portez-vous bien et restez avec nous sur B1. Bisso 2015. Biloko na Bisso. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Washington Forum, désormais sur B1 à Kinshasa. B1, l'excellence dans la simplicité. Dipanda. Soyons unis et forts. Chacun son domaine. Je m'appelle Jacqueline Kalume, Nensele, promoteur du Collège Samuel Lévy. Le collège a commencé en 1996. Nous avons commencé avec 7 élèves. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 7 classes en maternelle, 12 à l'école primaire et 16 à l'école secondaire. Il fallait nécessairement construire et construire sur un lieu qui ne vous appartient pas, c'est pas toujours indiqué. Donc, en définitive, nous avons aussi proposé à l'ancien bailleur de pouvoir acquérir cet endroit. Et c'est comme ça qu'on a sollicité un crédit auprès de la Co-Crédit Banque. On a eu d'abord un compte et au fil des temps, donc on a contacté la banque, on a pris un crédit sur 5 ans. Nous avons pu aussi acquérir des meubles. On n'a pas de pression d'un bailleur ou de pression externe. Le prêt de Procrédit nous a permis d'être autonome et indépendant.